téléspectateurs de la République démocratique du Congo. Nous sommes dans la dynamique de notre première émission sur cette chaîne qui va vous donner toutes les informations et les actualités sur les Congolais de la République démocratique du Congo et les autres étrangers qui aiment notre pays, le beau et le grand, le pays laissé par nos ancêtres. Notre invité qui est déjà sur ce plateau ici à Paris est Monsieur Pierre Yambouya Lotika. Nous allons aussi parler de ces réflexions, parce que réfléchir est un acte politique. Monsieur Pierre Yambouya Lotika a beaucoup écrit, il a beaucoup réfléchi, mais avant d'échanger avec lui, ce reportage que nous diffusons maintenant. De guerre civile pourrait prendre fin au Cambodge. Un titre choc pour un livre lapidaire, Zaïre, l'abattoir. Un grand vainqueur aux 24 heures du Mans, Bertrand Gachot. Pour conclure ce journal, Zaïre, l'abattoir, c'est un titre choc pour un livre lapidaire, mais c'est aussi le témoignage d'un ancien pilote d'hélicoptère zaïrois. Le lieutenant Pierre Yambouya raconte ses missions secrètes au service d'un régime corrompu, violent et arbitraire. Jean-François Bastin a rencontré Pierre Yambouya. Première mission en juillet 75. Bon, c'était pas une mission normalement du genre accepté, c'est-à-dire une mission de transport d'un prisonnier en venant capitaine de l'armée pour l'acheminer dans une prison. Donc au camp Tchatchi où se trouve la résidence du président. Dès que j'ai constaté pour la première fois que cette armée, c'est pas vraiment l'armée de mon choix, de ce que je devais vraiment rendre comme service dans ma nation, et dès lors, j'ai transporté des cadavres de personnes pour jeter au-dessus du fleuve Zaïre, comme aussi régulièrement transporter de prisonniers encore vivants, les acheminer sur divers postes d'exécution, directement avec des gardes personnels du président comme... Ça veut dire que vous étiez, pour faire cela, vous étiez un homme de confiance du président. Bon, je crois des choix, ça se met supérieur direct, par exemple, de la sécurité ou de l'état-major qui programme ces missions, qui font les choix des équipages, eux-mêmes savent pourquoi j'étais régulièrement choisi pour effectuer ces missions. On ne vous a jamais proposé de l'argent, une promotion importante, des choses comme ça pour s'assurer votre silence? J'en ai même reçu. Ça c'était en 83. J'ai reçu une importante somme d'argent du maître de colonel Bolozi à l'époque. Une somme qui se chiffrait à presque 4 ans de mon maigre salaire de lieutenant-pilote. Bon, malgré tout, pour moi, c'était pas... Pour eux, c'était une corruption, mais pour moi, c'était attendre le moment venu pour trouver une solution, à dénoncer ce que vraiment j'ai haïssé depuis très longtemps. Et tout cela signifie que l'armée zaïroise, ou une partie de l'armée zaïroise, a été systématiquement utilisée pour en fait exécuter les basses œuvres du régime? Comme par exemple, je peux citer l'exemple de la force aérienne que je connais très bien. Nous sommes utilisés en général, mais malheureusement que chacun est libre et par la volonté propre de parler ce qu'il a vécu. Parce que en fait, je ne suis pas le seul. Il y a des gens, beaucoup moins, mais chacun a sa responsabilité d'avoir le courage de parler ce qu'il a vécu. Voilà, je vous rappelle le titre de ce livre, Zaïre, l'abattoir, par Pierre Yambouya. Il est publié aux éditions EPO. Ce journal est terminé. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé pour vous, merci de votre attention. Demain, c'est René Thierry qui vous présentera JT Dernière. Bonne fin de soirée et à bientôt. Musique, à son excellence, monsieur l'ambassadeur.
J'ai l'honneur, Monsieur le Président, et de vous donner votre présence du Président Reagan. C'est mon honneur. C'est avec beaucoup de joie et de plaisir, Monsieur l'ambassadeur, que je vous accueille et reçois de vos mains les repas lesquels le président Reagan vous accrédite auprès de mon qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis. Vous êtes chez vous, en pays également. Merci. Encore une fois, vous avez bien. Je vous présente le commissaire d'État aux affaires étrangères. Vous avez déjà vu. Ça, c'est mon. Le conseil spécial de la présidence. Le directeur du bureau. Puis-je avoir le plaisir de vous Merci, bienvenue à votre vie. Alors, je vous prends quelques minutes avec moi, les amis vont attendre. Mais vous devez savoir, monsieur l'ambassadeur, que je vous connais. Oui. Ah, merci. Merci. Mais 2 secondes, nous avons loin. On reste ici dans le descend. qui utilisent la torture est un État terroriste. Parmi les tortionnaires, on trouve aussi bien des hommes que des femmes. La pratique de la torture est une pratique courante qui touche toutes les catégories de détenus. Il y a eu des gens qui sont morts dans cette prison sous la torture. C'est triste à dire, mais bien souvent les gouvernements qui se disent démocratiques font passer leurs intérêts économiques et politiques avant les droits de l'homme. Sono elicotteri e dal luglio 75 ho iniziato a trasportare i prigionieri. Je suis pilote d'avion et d'hélicoptère. Depuis le mois de juillet 1975, je transporte des prisonniers jusqu'à l'endroit où ils seront exécutés. De 1975 à 1984, j'ai fait ce travail, transporter des cadavres de prisonniers politiques. Une fois dans une petite ville, j'ai trouvé 2 types attachés, face à la foule. Je devais transporter ces 2 types, mains et pieds liés. J'ai donc décollé. Avec nous, il y avait un garde du corps du président qui s'appelle Maréchal en chef Jabani. Maréchal Capo Jabani. 10 minuti dopo, allora che sorvolavo una foresta, m'hanno chiesto di... Après 10 minutes de vol, pendant qu'on survolait une forêt, il m'a dit de monter à 1000 mètres d'altitude.
Il a ouvert la porte et il a jeté dehors les deux types, sans parachute. Ça a été une expérience terrible, bien pire que le transport des cadavres. Pendant que je conduisais l'hélicoptère, je voyais les deux types terrorisés. Quand on a jeté dehors le premier type, l'autre pleurait et il disait qu'il était innocent. Jusqu'à ce qu'on le jette dehors, lui aussi. Alors j'ai décidé, en conscience. Je me suis dit que je ne pouvais plus voir des gens mourir comme ça. La scuola per esempio della tortura nello Zaire è Israele che fa tutto questo. La sicurezza nello Zaire è il governo. L'école de torture au Zaïre a été créée grâce au soutien d'Israël. Les services de la sûreté jouissent également de la coopération du gouvernement israélien. Tout le monde le sait. Il modo di infiltrare la gente, il modo di torturare la gente, anche le costruzioni. Les gardes du corps du président sont encore aujourd'hui formés à l'étranger. On leur apprend la façon de contrôler et de torturer les gens. Même la construction des prisons spéciales reçoit l'appui des pays étrangers. L'Occident est responsable. Je me sens vraiment mal quand on me parle de la démocratie, de la solidarité humaine. Et quand je vois un président assassin avec un chef d'État occidental. Et sur les journaux, je lis l'amitié, les rapports amicaux. Comment peut-on avoir un rapport amical avec des assassins? Con un buon rapporto con le persone nudo e dormivo per terra in cemento, mi lasciavano nudo e con le pinze in organi genitali e faceva una diarrea sanguigna, così mi hanno trasferito a un ospedale militare e così sono stato condannato per tradimento contro il presidente, tradimento contro la sicurezza, tante cose. A raccontare queste atrocità è un ex pilota dell'esercito dello Zaire. Conosce l'italiano perché l'addestramento al volo lo fece anni fa nel nostro paese. La sua è una delle tante testimonianze contenute nel film inchiesta Col cuore in gola, realizzato con la collaborazione di Amnesty International Italia da Damiano Tavoliere. Dimostriamo in anteprima alcune sequenze. È un documento verità di denuncia sulla tortura nel mondo in questi anni. Storie di oggi, accadute nei 5 continenti. Sono per lo più volti sconosciuti dall'America Latina, dall'Asia, dai paesi islamici. Testimoni di violenza. Hai incontrato tante persone e hai sentito tante storie. Quali sono stati gli effetti che la tortura ha avuto su di loro? Io ho trovato gente molto ridotta. Ho trovato della gente intaccata in quelli che sono i sensi più belli, i valori su cui si fonda la vita. Ho trovato gente segnata sul corpo, ma quel segno sul corpo è un segno che è inciso forse... Sono Pierre Yambuya, un pilota di caccia zairese, rifugiato politico, testimone delle difficoltà e anche delle atrocità in cui molti paesi africani si dibattono a quasi 30 anni dall'indipendenza. Pierre Yambuya, 38 anni, cattolico, ex ufficiale pilota del presidente dello Zaire Mobutu, dal 1984 rifugiato politico in Italia, una persona che ha deciso di raccontare al mondo occidentale la sua testimonianza della repressione in atto nel suo paese, dove la vita non ha alcun valore, dove si viene uccisi solo perché si esprime un'opinione diversa. A 40 anni dalla dichiarazione dei diritti dell'uomo, questi diritti in molti paesi africani vengono calpestati. Una lotta la sua per poter rivedere il suo paese un giorno a misura d'uomo. Tenente Yambuya, lei manca da 5 anni dallo Zaire. È rifugiato ed è evidentemente contro il regime del suo paese. Come ha preso la decisione? Per quale motivo lei ha lasciato lo Zaire e è venuto via? Ho lasciato lo Zaire per soltanto aver rifiutato di trasportare i cadaveri dei prigionieri uccisi, di rifiutare di inviare ai diversi posti di uccisione i prigionieri per essere uccisi al mio confronto e i cadaveri di persone per buttare nella notte nel fiume Congo
oppure buttare le persone ancora vive dell'aereo che sorvolava soltanto quello che facevo io. E finalmente, come cristiano, con la mia fede, quello che pensavo essere un giorno, allora non sapevo più che cosa posso scegliere. Allora lavorare in campo per una cosa di dittatura sanguinosa non mi piaceva più e ho detto basta per questa cosa. E dopo sono stato arrestato per 2 settimane. Con l'appoggio di alcuni amici della stessa sicurezza ho potuto evadere per arrivare qui in Italia. Da tutte le missioni che ho effettuato per 9 anni, quello che mi ha molto colpito era il 25 giugno 78, quando ho decolato dal battello del Presidente con 2 prigionieri vivi, con gli agenti del Presidente. Il Presidente lui stesso mi vedeva come decolavo e dopo il decollo il capo della sicurezza aggiunto del Presidente, capo maresciallo Iabani, mi ha chiesto di puntare verso la foresta. Quando sorvolavo già la foresta mi ha chiesto di alzarmi a 1000 metri di quota e hanno buttato queste 2 persone a 1000 metri di quota senza paracadute. E questa atrocità di vedere le persone ancora vive, perché quando giravo con l'elicottero vedevo come quella gente sono andati a finire sotto c'è la foresta con leone, leopardi. Allora non so per quale modo di vita come essere umano di essere dato un pasto ai leoni in quel modo. Era la missione più colpita e da quel giorno fino all'84 cercavo soltanto un giorno di dire no a questo lavoro. Così mi sono ritrovato qua. Pierre Yambui è nato 39 anni fa nello Zaire, oggi è rifugiato politico e vive da circa 4 anni e mezzo in Italia. Pierre, tu hai una storia da raccontare. Dunque, trasportare i cadaveri di prigionieri politici uccisi dagli agenti della sicurezza dello Zaire, normalmente del presidente Mobutu, per buttare nel fiume Zaire oppure sopra i laghi, foreste. E ho potuto anche trasportato anche più volte i prigionieri ancora vivi per mandare ai diversi posti di uccisioni dove sono stati ammazzati di fronte a me, ma non potevo dire niente. Ma... Paese. Era stato arrestato perché aveva rifiutato di obbedire agli ordini. Sono dello Zaire e dal 75 all'84 ho potuto vedere di persona un'esperienza veramente drammatica, perché trasportavo i cadaveri delle persone, prigionieri politici che hanno parlato della realtà nello Zaire, che sono considerati prigionieri politici, che sono uccisi dagli agenti della sicurezza, e così trasportavo questi cadaveri per buttare nel fiume, foreste, laghi, all'oceano, e trasportavo anche i prigionieri politici per il trasferimento con l'elicottero alcune prigioni segrete che ho scoperto di persona. Ho trasportato anche le persone vive che legate nell'elicottero più di 6 volte, che sono stati uccisi di fronte a me, ma non potevo dire anche niente. Ma l'esperienza più drammatica era il 25 giugno 78. Il presidente Mobutu ha fatto un meeting per il giorno del pesce, e dopo... Che cos'è il giorno del pesce? Il 24 giugno nello Zaire è ferie. È proclamato il giorno del pesce, allora non c'è lavoro, non c'è niente, è il più grande giorno che il presidente parla ai zairesi.
E dopo questo meeting del Presidente ero scelto stand-by, dunque con il mio elicottero nel battello del Presidente che saliva poi il fiume Zaire. E il 25 giugno 78 verso le 7-8 di mattina salito nell'elicottero 2 persone. Ho decollato 5 minuti dopo, mi hanno detto di prendere una direzione così che... Questa canzone parla del sciovinismo delle nazioni, il quale, come il razzismo, distrugge i diritti degli altri. È dedicato alle 43.000 vittime del Nicaragua. Tu hai trasportato cadaveri e hai visto ammazzare gente per tanti anni ed eri un militare, quindi tu obbedivi a degli ordini. Perché ci hai messo tanto per ribellarti? Ho preso tanto perché all'inizio vedevo la posizione del mio padre nel governo e soprattutto che come non c'è anche la libertà non potevo parlare lì, ma pensavo sempre che un giorno devo fare questo, quando avrò il tempo e la possibilità di farlo, ma nello Zaire non potevo farlo e quando rifiutavo già sono anche salvato nell'esercito e sto qua, ho avuto la possibilità di combattere contro quelle persone che ti obbligavano a portare dei cadaveri e ammazzavano della gente davanti a te. Sì, con questo. One day we'll dance under grace, one day we'll sing out. Bonjour, très sympa. Non. Alors, Je l'ai déjà rencontré. à la fin. Il était à l'aéroport. Maintenant chez nous. Bene. Maman. Bene. Bonjour. Bonjour. Alors, mettez-vous ici, avec la famille. Merci. Votre visite. Bien. Petit cadeau. Merci pour vous. Voilà. Merci. Merci pour la visite. Docteur Bourdi. Bonjour. Bonjour. Mille fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Un embouteillage, donc un accident, tout juste devant moi, devant ma voiture, et puis tout d'un coup, avec la pluie. Et on m'a laissé entendre que vous venez d'Anvers. Non, non, c'est pas vrai. Moi, je viens du bureau. Ah bon? Non, non, ma femme vient d'Anvers. Ah bon? Non, non, moi, je viens du bureau. Mais donc, j'étais pris dans le bois, enfin, dans cet accident, et je dis, c'est toujours la même chose. Aux grandes occasions, il y a quelque chose qui arrive. Donc, bienvenue. Que faire pour me faire pardonner? Vous connaissez la maison? Hein? Comment donc je la... Sans doute, elle est aussi prise dans, je ne sais pas... Elle connaît le chemin. Oui. Elle a déjà été ici. Il manque que la lettre E pour faire de... Monsieur le ministre, une longue audience avec le président fondateur. On aurait bien voulu connaître les différents sujets que vous avez abordés ensemble, monsieur le ministre. Tout d'abord, quand j'ai eu l'occasion de rencontrer le président
de la République zaïroise, nous avons toujours des sujets à approfondir, nous avons toujours des idées à échanger et nous donnons toujours une image de l'état de la situation politique et de la situation économique de nos deux pays. Moi, je le fais pour la Belgique. Il y a des choses à dire sur la situation en Belgique pour l'instant. Vous savez que nous vivons une crise politique qui n'est pas résolue. Et de l'autre côté, quelle est la situation économique? Et comme toujours, vous avez pu vous rendre compte donc de ce qui se passe et comment donc des groupes financiers non belges essaient de s'emparer de groupes belges, de holdings qui ont été créés en Belgique et qui développent leur activité en Belgique. Donc il y avait beaucoup de choses à dire. De l'autre côté, j'étais extrêmement curieux de savoir quelle est l'évolution du Zaïre, comment le président voit donc les problèmes du Zaïre, comment donc les deux pays peuvent coopérer davantage afin de trouver des solutions à certains problèmes qui se posent au Zaïre. Mon cher ami, vous êtes dans une forme comme toujours éblouissante. Je sais pas comment vous faites là, malgré le travail. Vous êtes toujours dans une forme extraordinaire. Mon conseiller spécial pour Mathieu. Bonjour, monsieur le conseiller. Je suis très heureux de vous saluer. Très bien. Voilà. Vous vous mettez là avec moi, monsieur le Premier ministre. C'est pour ça. Vous allez de l'autre côté? S'il vous plaît. C'est vous qui avez changé là. Ah non, pas madame. Non, non, non. C'est une question sournoise. Non, non, le chancelier d'Autriche, n'est-ce pas? Le Premier ministre. Est à Paris. Bien. Alors, j'ai dit, il a demandé à me voir. Il n'a pas pour la presse. J'ai répondu, pas possible, je vois le président Mobutu. Bon. Tempête dans la presse, il y a un mois, qui est d'un autre parti, vous savez, ils ont une grande coalition. Ça veut dire que le Premier ministre soutient M. Waldheim et on me lançait une campagne politique là-dessus. Bon. Alors, j'étais un petit peu ennuyé, j'ai dit très bien, je me recevrai à 12h30. C'est le Premier ministre. Normalement, ils vont arrêter la voiture à la hauteur des deux gares. Voilà. Merci. Mbouya Lotika, vous êtes ancien directeur général de la DGM, mais vous avez beaucoup écrit, comme je disais tout à l'heure. Pourquoi est-ce pertinent pour vous d'écrire? Pour moi, écrire a un grand sens. Un grand sens d'abord, que c'est depuis l'enfance que j'ai cette habitude d'écrire. Pas écrire le roman, mais écrire la réalité sur ce que je vis personnellement. Donc, c'est-à-dire c'est un témoignage pour donner un sens de la vie, de l'actualité de notre pays, que personnellement, je l'ai vécu depuis l'âge de 14 ans, c'est-à-dire depuis 1964, que je me suis toujours battu pour le pays. Bon, les Congolais qui nous suivent en ce moment, qui sont dans les autres capitales de l'Union européenne, ont toujours demandé que des gens comme vous, des personnalités comme vous, qui avaient occupé des postes de responsabilité pour notre pays, ils ont toujours exigé que vous communiquiez. Donc vous êtes parmi les gens qui ont communiqué. Vous avez écrit notamment 4 tomes. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Bien sûr, j'en ai écrit 4 tomes sur le néocolonialisme au Congo. Mais bien avant que ça, j'ai beaucoup écrit, par exemple, les missions spéciales des forces armées zaïroises. J'ai écrit... C'est en 1986. J'ai écrit... qui est sorti à Bruxelles. À Bruxelles. J'ai écrit le Zaïre abattoir, un pilote de Mobutu parle. C'est un livre qui a eu un message très répercutant, qui a fait beaucoup de polémiques. Et c'était en Italie. Moi, j'étais en Italie, réfugié politique, mais tout se publiait en Belgique, qui était jusqu'à présent peut-être notre capitale de lutte, là où il y a la grande masse congolaise. Et j'ai écrit l'autopsie d'une armée sans cœur ni âme. J'ai écrit, quel que soit le prix à payer, la révolution doit être triomphée, réalisée pour le peuple. J'ai écrit le développement de la République démocratique du Congo par la Direction générale de migration. Dans la première édition, la deuxième édition, et ces 4 derniers tomes que j'ai écrits, le néocolonialisme au Congo. Mais partageons avec les téléspectateurs les 4 tomes que vous avez écrits sur le néocolonialisme au Congo. Alors, le tome 1 d'abord, le néocolonialisme au Congo, la révolution, le parcours et les hommes. C'est-à-dire, depuis Simon Kimbangu, parce que c'est là l'initiation normalement de la révolution congolaise, et la décolonisation, donc l'indépendance, et toute la lutte. Comme moi-même j'ai participé dans cette lutte depuis les années 64, et c'est comme ça, il y a la révolution, le parcours et les hommes. Et là, vous identifierez toutes les personnes qui ont participé à la lutte jusqu'au 17 mai 1997. Bon, qu'est-ce que vous dites dedans par rapport à une actualité qui est liée, par exemple, à la situation de la guerre que connaît notre pays, la République démocratique, dans le premier tome? Dans le premier tome, exactement, c'est... Beaucoup de gens ne connaissent pas le début de la guerre de 1996, par exemple. Et c'est dans ce tome 1 du néocolonialisme au Congo que vous découvrirez, et ceux qui ont déjà eu l'occasion de lire le tome 1 du néocolonialisme au Congo verront comment la guerre de 1996 avait commencé et la réalité, comment même Musée Laurent Désiré Kabila est arrivé à Kinshasa et devenir président de la République. Parce que il n'était pas prévu qu'il devienne président de la République. C'est Bouguera qui était prévu à la place, et là-dedans, vous lirez, j'en ai tout écrit, comme ce que nous on appelait déjà à cette époque-là, en 1997, le coup d'État de la dernière heure. Donc vous trouverez tout ça. Je pose une question sur votre autorité parce que vous avez été dans le feu de l'action, vous avez été sur le champ de la bataille, vous avez joué un rôle dans cette guerre. Certainement, mais parce que j'ai joué un grand rôle. Depuis le mois de novembre 1996, j'avais stoppé net avec mes responsabilités au sein d'Amnesty pour rejoindre Goma, et c'est ça que j'ai tout décrit là-dedans. Et le deuxième tome? Le deuxième tome, c'est surtout à partir de l'an 2000, c'est-à-dire jusqu'à ce que nous sommes arrivés aux élections. Mais ces 2 tomes, par exemple, sont apparus bien avant les élections de l'année dernière, dont un peu toutes les contradictions et tout ça qui se sont passées, parce que beaucoup de choses se sont passées non dans les règles démocratiques telles que nous vivons à l'Occident. Et j'en avais tout écrit là-dedans, et pas seulement ça, et toujours dans ce deuxième tome du néocolonialisme au Congo, il y a un peu tous ces aspects-là. Donc, faire découvrir exactement, parce qu'il y a tellement de contradictions sur Musée Laurent Désiré Kabila et les raisons exactes
de son assassinat. Et j'ai tout mentionné, et notre dernière rencontre avec lui également. Bon, avec Pierre Yambouya. Pierre est lieutenant pilote de la FASA, de la force aérienne zaïroise, ou plutôt il l'était. C'était donc un officier de l'armée de Mobutu. Depuis 1984, il est réfugié à Rome, réfugié politique, où Amnesty International l'a recueilli, et protégé et soutenu. Dès le début de son exil, Pierre a témoigné de ce qu'il a vu dans l'armée mobutiste. Son témoignage est paru dans les journaux italiens, et également en Belgique, par exemple dans Le Soir, dans Solidaire. Il a aussi participé à plusieurs reprises, jusqu'à aujourd'hui, à la télévision italienne, donc il a fait son témoignage à la télévision. Bon, cette dénonciation courageuse du régime mobutiste lui a valu beaucoup de problèmes dans le passé et lui valent encore aujourd'hui bien des difficultés. Mais nous bon, mais vous avez été donc pilote de 75 à 84, à peu près 10 ans. Hein. Ça veut dire que vous avez aussi participé aux deux guerres du Shabbat, hein, et qui ont sérieusement ébranlé le régime de Mobutu. Vous pourriez dire comment Mobutu a quand même, d'abord ce que vous avez vécu vous-même là-dedans, hein, quelles sont les expériences personnelles que vous avez eues pendant ces deux guerres, et puis aussi comment Mobutu est parvenu à quand même sauver son régime. Sur ça, je participais dans les deux guerres du Shabbat, et personnellement, lors de la première guerre, j'étais pilote du colonel Lubarizi avec un copain Aikenzambe qui est mort avec le général Ikuku. Tout ce que je peux dire, l'armée comme telle, et nous le connaissons d'ailleurs très bien, bon, l'armée n'aspire pas confiance parce qu'il y a deux armées. Il y a une armée pour le Zaïrois qui ne sert à rien, une armée qui doit attendre une intervention extérieure, parce que personnellement les militaires en disent sans réserve, et puis c'est tout. Normalement, sans l'intervention marocaine lors de la première guerre du Shabbat, l'armée zaïroise ne pouvait pas s'en sortir. Et j'étais là, comme pilote du général Lubarizi. J'ai été même choisi par lui-même, le président. C'est lui-même qui m'avait choisi au grand public comme équipage marocain. Mais on n'avait rien fait. Dans ce sens que sans cette intervention, l'armée zaïroise comme telle n'allait pas s'en sortir. Donc, au fond, selon vous, l'analyse que vous faites, c'est que cette armée est tout à fait incapable de défendre l'indépendance nationale, mais qu'elle sert avant tout c'est quand même l'expérience que vous avez eue personnellement, à réprimer le peuple zaïrois. Et bon, on parle souvent de la terreur militaire au Zaïre. Comment donc que tout le monde a peur du militaire, du soldat, hein, qui est au fond privilégié. Et comment vous avez vécu ça vous-même? Ce que je peux dire pour le militaire privilégié, ce n'est pas ça. Parce que d'abord, moi comme pilote, en 84 déjà en partant du Zaïre, mon salaire était de 937 Zaïre par exemple. Mais il y a un système. C'est la politique du pays.
pour mettre des gens dans des confusions. Parce qu'il y a une armée d'abord qui a peur d'une autre armée au sein même de l'armée. Et puis il y a une armée de laisser comme ça sur la rue pour maltraiter des gens, pour créer de terreur librement, dans ce sens qu'il y a très peu de militaires qui sont condamnés sur le méfait qu'ils sont en train de commettre. Ça ne dit pas que le régime n'envoie pas publiquement de militaires à commettre ceci, cela. Mais avec 180 zaïrs, je parle du 84 par exemple, comment quelqu'un pouvait vivre? Et le militaire est libre pour aller maltraiter des gens contre leur propre volonté. Sinon, l'armée est utilisée pour maltraiter des gens et faire croire aux gens même que c'est les militaires qui prennent toute cette liberté que Mobutu nous laisse à se maltraiter entre nous, nous font peur. Ça nous fait peur, tandis qu'il y a l'armée dans l'armée, parce que nous, comme officiers de la force aérienne, comme militaires de la marine, c'est là, on a peur des sergents de la présidence. Nous voyons souvent dans des missions, il y a des sergents, des gens comme ça qui nous maltraitent, mais ça, le peuple de la cité ne sait pas. Il voit seulement l'armée moboutiste derrière Mobutu, pendant qu'ils ne reçoivent rien. Seule la liberté de rançonner le peuple et prendre tour au même peuple. Sinon, ce n'est pas une armée d'espoir. L'armée d'espoir est l'armée équipée par les Israéliens, par quoi, ceci, cela, avec l'école de torture, évidemment. C'est ça l'armée, que l'autre armée a peur de cette armée-là. Et le peuple a peur de toute l'armée et surtout, moi comme officier par exemple, pour nourrir ma famille, les gens me voient. Ils roulent dans une belle voiture, mais je dois décoller avec un hélicoptère pour aller vendre du pétrole dans une brasserie. Partout, tu pars en mission, le colonel prend l'argent de mission, il te dit carrément, lieutenant Kunoza Okende, donc là où tu pars, tu vends le pétrole, ça te regarde. Il te laisse dans la corruption. On voit des officiers qui deviennent des avocats de gens. Quelqu'un est arrêté là-bas, ceci, cela. Il reste pour rançonner des gens, pour escroquer des gens. Quand une famille vient, voilà, lieutenant, capitaine-major, voilà, mon mari est arrêté, mon fils, ceci, cela, moyennant l'échange de quelque chose, donc l'argent, la corruption, pour ne pas même recevoir les informations. Mais c'est une façon de faire vivre les officiers et le militaire en général. Bon, je crois qu'on pourra, en répondant aux questions, préciser beaucoup de sujets, mais je voudrais quand même d'abord encore vous poser cette question-ci. Quel est, au fond, parce que vous avez écrit aussi un livre qui va apparaître dans quelques mois, et vous parlez partout, où vous avez l'occasion. Bon, qu'est-ce qui vous pousse à faire cela, à faire ce témoignage? Quel est votre motif? Est-ce que vous avez une vue Il y a un motif qui est primordialement, c'est nous. Je suis zaïrois ou congolais, je suis le fils de ce pays et j'aime bien mon pays. Nous sommes nombreux que chacun exécute, même des civils qui travaillent dans des sécurités et quoi tout ça. Même moi, j'ai volé avec des civils qui travaillent dans la sécurité, devant tous ces massacres, par exemple. Ce n'est pas seulement le militaire, mais mon témoignage est dans le but de d'éclaircir ce que j'ai vu en premier lieu pour aider les Aïoua plus particulièrement à comprendre la façon, parce qu'il y a des gens qui disparaissent, il y a ceci, des gens arrêtés, torturés. Je ne pouvais pas, sur place au pays, avec l'expérience des Kamba Wakamba, des Mvogne et tout ça, je ne pouvais même pas dire ça. Mais aujourd'hui, je suis plus libre, je suis devant mes frères et quoi tout ça, avec cette expérience vécue pendant 9 ans, j'ai décidé de les éclaircir, que je ne suis pas complice, j'étais là pendant 9 ans, j'ai vu et je cherchais la possibilité d'en parler. Mais aux Zaïre, je ne pouvais pas prononcer 2 paroles sur ça. Aujourd'hui, je suis plus libre, surtout la soirée d'aujourd'hui. J'en ai toujours témoigné, j'en ai toujours parlé à des Européens et quoi, tout ça. Mais c'est d'abord nous. Et c'est ça le but de mon témoignage. Éclairci, je suis vivant. Il y a eu de masse des Européens, d'autres Zaïrois et quoi, tout ça. Lieutenant ne témoigne pas ça et quoi, tout ça. J'ai refusé d'aller au Canada. Tout simplement, le Canada m'avait donné un travail comme pilote à partir de Rome, et j'ai des cassettes vidéo que j'ai amenées. Je n'ai jamais eu peur de dire ça. Le Canada m'avait demandé
de rester, de travailler comme pilote, mais de ne pas faire la politique et de parler de mon expérience, c'est dangereux et quoi tout ça. Mais je dis non, je ne suis pas parti du Zaïre pour des raisons économiques. Sur un problème qui concerne les Zaïrois, je reste ici à Rome sans travail ou pas, et juste à ce que j'aurai la possibilité de parler de cette chose. La même chose avec les FAO. Je pouvais bien travailler à l'FAO. Comme fonctionnaire international, je ne pouvais pas pénétrer dans la politique, je pouvais bien gagner ma vie. Mais je dis, je ne suis pas parti du Zaïre pour ça. Je cherche la possibilité d'éclaircir à mes frères, surtout zaïrois, de comprendre et de prendre une décision. Parce qu'on ne peut pas continuer à avoir dans le secret une telle situation. C'est notre responsabilité. C'est à nous à arrêter de massacres clandestins de ce genre-là. Et à ce moment, nous devons prendre une décision sur ça. Je suis zaïrois comme tous les zaïrois, et puis il faut prendre une décision sur ça. Comment arriver à cette décision? C'est ça le problème. Oui. Bon, tu es maintenant depuis 1984 au fond en exil, hein, et ce qui pourrait quand même être intéressant aussi, parce que beaucoup de Zaïrois sont dans la même situation que toi, hein, ils vivent dans l'exil, ils ont des problèmes, ils savent d'abord des problèmes économiques, des problèmes financiers, mais surtout aussi des problèmes pour s'engager. Ils ont l'impression qu'on leur a coupé les pieds et les mains. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le Zaïre, pour notre peuple, hein? Alors comment tu vis ça toi, et quelle issue tu vois pour les intellectuels et les Zaïrois qui vivent en exil, que ce soit en Belgique ou en Allemagne ou en France ou à Rome, en Italie? Comment vous voyez cela? La vie d'exil, d'abord, c'est une vie vraiment la plus atroce. Une vie humiliante. Dans ce sens que l'Europe des études, par exemple, moi personnellement dans l'armée, pendant les études, je ne savais pas la vie quotidienne. Je ne connaissais même pas s'il y avait des réfugiés. Mais aujourd'hui, comme parfois j'ai toujours dit, je n'appartiens pas à un parti politique et voilà tout ça. Ça, c'est la façon de dire, parce que l'unique tristesse en est, c'est notre division. On est tellement divisés, on ne sait même plus. Personnellement, je suis dans la confusion parce que ce que nous cherchons, qui appuyer, je ne parviens pas à comprendre. Ça, c'est l'unique chose qui me rend souvent triste, de comprendre où va l'opposition, de comprendre il y a des gens déterminés. En Europe, par exemple, il y a de masses de gens au Zaïre, enfin ça c'est pas l'opinion de tout le monde, il y a de masses de gens qui attendent le renversement, le changement auprès des intellectuels. Et puis il y a même des intellectuels, nous comme intellectuels d'aujourd'hui, nous cherchons le renversement à partir de la masse qui est au pays, pendant que cette masse voit nos divisions, cette masse voit tout ce que nous sommes, nous connaissons l'existence de l'opposition. Mais c'est l'unité, c'est chercher à savoir ce que nous pouvons faire. Bon, toutefois, ce n'est pas devant un débat public ou autre, mais c'est nous se connaître mieux, c'est nous se connaître, vivre ensemble, chercher l'unité. On ne peut pas combattre une seule personne avec 1000 divisions, 1000 morceaux, celui-ci, des groupuscules de gens et quoi tout ça. Pendant qu'il y a d'autres personnes, il y a des actes. Moi, personnellement, chaque jour à Rome, pour ceux qui connaissent mon adresse, ils me téléphonent. Des gens, je ne l'ai jamais vu. Oh voilà, lieutenant, on te propose un poste de ministre. Oh voilà, mais oh voilà. Celui-ci me dit, le gouvernement en exil. Celui-ci me dit, le gouvernement, au début, 2 mois après, ce gouvernement est divisé. Par exemple, dans quel groupe s'allier? S'allier dans ce groupe, c'est chercher à être ennemi à celui-là. Faire ceci, alors ça ne doit pas. Nous, comme dans l'opposition, nous devons chercher à suivre, à être regroupés, chercher à mettre nos idées sur un même point et trouver des solutions. C'est rester divisé, en tout cas, là nous continuerons à crier, à parler n'importe quoi, et les gens continueront à se faire massacrer. Bonjour. La première mission que j'ai effectuée, c'était en juillet 1975. Et depuis ce jour-là, je regrettais ma présence déjà, parce que d'abord, mes parents,
ne voulait pas que je fasse l'armée. Et finalement, j'ai vu cette mission, c'était en Bazangungu, parce qu'il y avait un coup d'État, quelque chose comme ça manquait, et ils ont arrêté des gens. J'ai vu comment quelqu'un était ligoté et jeté dans l'hélicoptère. 2 semaines après, je suis parti à Carmona prendre un lieutenant qui a fait rebeller son peloton pour ne pas aller au front vers Ambrise. Je l'ai conduit en PC et on l'avait exécuté. La mort de Massiala, c'est juste lors de mes débuts dans la patte de vie dans l'armée, mais après mes études. Et j'étais personnellement à l'endroit, parce que pour trouver le corps de Massiala, c'est moi et Feu Aikenzambe qui avons trouvé le cadavre de Massiala. Mais la raison probable de la mort de Massiala, c'est obscur. Même les Français le savent. Tout simplement pourquoi il y a d'abord capitaine Djongo, qui fut le commandant de bord de cet hélicoptère, était chez lui à la maison. Il fut déjà un type haï à l'état-major. Djongo était chez lui à Motel Fikin. D'un seul coup, une Jeep est partie lui chercher. Voilà, il y a une mission. Comme d'habitude, quand nous arrivons pour des missions, pour prendre des généraux, pour les missions de l'état-major, quand nous atterrissons au ministère de la Défense, à Mbinza, bon, l'équipage est toujours invité à aller manger, quoi, tout ça, quelque chose dans la cité de l'Oyoa, des histoires comme ça. La même chose ce jour-là. Djongo et son équipage, après avoir atterri au ministère de la Défense, ils sont allés dans un restaurant de l'Oyoa pour manger, et après, l'hélicoptère est resté. Mais cet hélicoptère, on n'a jamais su ce qu'ils ont fait avec ça. Mais c'était un attentat dans ce sens. On a découvert l'hélicoptère accidenté de Massiala, une roue là-bas, c'est-à-dire l'avion avait explosé en plein vol. Les Français et colonel Brignot, il est à ce moment que je suis en train de parler, conseiller au ministère de la Défense française et pilote d'essai à Marignane, en Marseille, c'est lui qui a même pris la boîte noire de l'hélicoptère. Mais les Français ont totalement refusé parce que les raisons probables de cette mort étaient un attentat. Et la preuve est là. Au Palais de la Nation, après le jour de funérailles, la femme de Massiala parlait à haute voix que je n'ai jamais été malade parce que la nouvelle était venue que voilà, la femme de Massiala à Boma, elle est sérieusement malade. Il faut que son mari lui rejoigne tout de suite. Et comme ça, on a préparé un équipage pour aller prendre la femme de Massiala. Massiala devait l'accompagner avec un médecin. C'est comme ça que Massiala était accompagné d'un médecin et d'un cousin. Finalement, ils ont trouvé la mort avant d'arriver à Boma, pendant que la femme de Massiala n'était pas malade. Cela signifie quoi? Et les Français n'ont même pas dédommagé cet hélicoptère parce que la boîte noire n'indique pas une erreur technique ou une panne technique dedans. Ça n'existait pas, ça. Je n'accuse pas les Français, mais les documents sont là. Les Français, là, connaissent mieux. Pour ceux qui auront l'occasion de lire la réalité du guerre de Kolwezi, la première guerre, j'ai beaucoup écrit d'ailleurs sur Major Tshibang. Et après ça, il est mort dans un accident, écrasé. Bon, cette mort, vraiment, jusque-là, on ne sait pas. Mais ce que je sais, parce que je connais Tshibang d'abord, personnellement, comme individu, une personne que je connais, une personne qui est peut-être, pas parce qu'il est mort, qui est... Pourquoi il est mort? Justement, c'est ça. Ça, vraiment, on sait que l'accident était un accident exprès. C'était un accident préparé et on l'avait écrasé. Mais le motif probable, c'est leur façon. C'est toujours une façon d'éliminer des gens qu'on considère dangereux. Mais l'accident, c'est un accident vraiment que on n'a jamais su pourquoi cet accident est arrivé de cette façon. Et le lieu aussi de cet accident. Ok. Adjudant-chef. La deuxième guerre du Chaba. La deuxième guerre du Chaba, j'étais là. Le militaire disait tout de suite, en lingala évidemment, que
à tokende na biso o baliaka mbongo baya o bandeko na bango baya kobundela bango. Moi j'étais à l'état-major de Kolwezi jusqu'à voir l'incapacité totale de l'armée. Et comment les militaires partaient, un certain colonel là, on est parti avec des militaires et on était acculés au quartier général jusqu'à ce qu'il y ait eu de bruit et quoi tout ça, que voilà, ce sont des Européens d'ailleurs qui sont en train de nous tirer. Tout ce qui les Européens, à ma présence, étaient arrêtés sur ordre du colonel Bonsang. Actuellement il est général par exemple. Et l'armée ne valait plus rien. Cette armée s'est emportée contre ce groupe de gens et le renfermer dans la maison. Et le lendemain, le 14 mai, avant notre fuite avec général Tchiki, avec colonel Bonsangé, le type avait ordonné capitaine Moutoual, il est à Rumangab au moment où moi je vous parle par exemple. Il est là à Rumangab. Mais l'armée comme telle, l'armée est toujours à côté du peuple, malgré tous les renseignements qui se déroulent en cours de route, là, ces renseignements c'est seulement pour la mauvaise condition de vie qui est générale pour nous tous. Et à l'extérieur, nous on avait des oreilles tirées à tout moment, pour ne pas dire ça. Aux ailleurs on ne pouvait pas le dire. Mais la réalité est détournée avec ce que nous parlons de l'impérialisme par exemple. Toi tu crois, les Belges eux-mêmes ne savent pas comment ces gens-là étaient massacrés pour protéger leurs intérêts, pour dire quoi, ils ont détourné la vraie histoire. Mais moi j'étais là, je demandais, moi j'ai toujours demandé, même quand on me refusait le visa, ici, pour venir ici, moi je demandais de venir ici. Moi j'ai tout, Bonsang est vivant, c'est lui qui avait ordonné ce genre de massacre, Moutoual, il est à Rumangabo, et tout le monde est là, c'est pas un secret. C'est un secret seulement parce que la puissante presse occidentale ne dit rien. Mais la réalité est là. Tout ça c'était pourquoi? Pour l'incapacité de l'armée. C'est ce qu'on appelle le charnier de Kolwezi. Ce qu'on appelle le charnier de Kolwezi, c'était une trentaine, quarantaine, femmes et hommes, là, entassés dans la maison. Mais s'il y a d'autres blancs tués peut-être individuellement dans notre parti, ça je sais rien. Mais le massacre du charnier de Kolwezi, je suis un témoin oculaire. J'étais là, présent. Je se trouve aujourd'hui dans la ville de Lexington, à Kentucky, où il est venu assister à une conférence sur de l'Anacosa, organisée sur le thème de la réflexion sur le départ de M. Mobutu. Lieutenant Yambouya, bonjour. Lieutenant Yambouya, bonjour. Bonjour, M. Mouins. Oui, vous êtes aujourd'hui... Forum Zaïwa. Vous êtes aujourd'hui à Kentucky. Les impressions générales sur la conférence? La conférence s'est très bien déroulée. On a appris de nouvelles méthodes sur lesquelles nous aboutirons à un résultat vraiment sans précédent dans cette lutte pour la liberté, pour chasser Mobutu. La présence d'abord de Major Mpika était très significative. Et comme militaire, nous sommes à la guerre, on ne pouvait pas tout dire, mais l'intervention de Major Mpika et mon intervention était très importante, très enrichissante pour surtout le public. Et nous espérons, bon, évidemment, prochainement, de parler encore beaucoup plus sur certaines réalités qu'on n'a pas pu parler cette fois-ci. Vous rentrez en Italie. Vous comptez revenir aux États-Unis et quel est le message que vous apportez aux amis qui sont amis et compatriotes italiens? Pas seulement le message pour les compatriotes d'Italie, mais je pourrais dire pour les compatriotes de toute l'Europe. Que cette conférence pour moi est la première dans toute la durée de lutte que nous menons et que j'apporterai vraiment ce message pour qu'il y ait aussi de telles organisations dans chaque pays de l'Europe. C'est-à-dire, au lieu que nous soyons éparpillés dans nos dissidences des multitudes de partis politiques, alors c'est mieux qu'il y ait des organisations comme ça. Et ça, vraiment, je dois porter ce message et chercher aussi à intéresser nos compatriotes en Angleterre, en Belgique, en France
et l'Italie, surtout ces 4 pays, pour qu'on puisse arriver à quelque chose, pour qu'un jour nous puissions nous rencontrer tous. Ça sera une bonne chose. Alors, vous étiez un des panélistes invités à cette conférence. Est-ce que vous pouvez nous dire brièvement de quoi vous avez parlé pendant la conférence? Pendant la conférence, je parlais de mon expérience personnelle que beaucoup de compatriotes et nos vrais amis du Zaïre occidentaux connaissent très bien. Bon, ce que je participais contre ma volonté au Zaïre, c'est-à-dire pendant 9 ans, j'ai transporté des cadavres de nos compatriotes assassinés par le régime de Mobutu. Et parmi ces assassinats, il y a eu même certains assassinats commandés et ordonnés à ma présence directement par Mobutu. Et j'ai essayé aussi de parler sur l'implication de l'Occident qui nous a formés comme officiers, comme cadres militaires. Malheureusement que cette formation était vraiment une formation pour servir les crimes et qu'aujourd'hui nous demandons au peuple congolais en général de nous aider, donc politiquement, parce que ce sont les politiciens, donc vous, à nous organiser aussi militairement. Donc pour que nous soyons vraiment cette armée de futur, même dans notre lutte, aux besoins de notre peuple. Alors nous avons le devoir de vous aider aussi à travers de gros secrets militaires, de grands secrets militaires que nous connaissons, que Major Mpika en a parlé, et aussi j'en ai parlé brièvement, mais bon, dans le futur ça sera encore mieux. Alors, nous vous remercions, lieutenant Yambouya, et nous vous souhaitons un bon séjour et surtout un bon voyage de retour en Italie. Ok, merci. J'espère encore nous revoir aussi, que vous venez aussi en Europe un jour, hein, okay. Les Américains. Vous avez la bombe atomique ici pour faire partir Mobutu. Hein, vous avez okay. Ok, merci. Ainsi que naturellement, M. Adonago se trouve ici à Kantaki pour répondre à l'invitation de l'Anacosa. M. Adonago, bonjour. Bonjour, Monsieur Moïse. Vous êtes ici à Kantaki, ça c'est le 3e jour, vous vous préparez déjà de rentrer. Les impressions générales sur la conférence? Ben, les impressions générales sur la conférence, elles sont très bonnes, très encourageantes, telles que d'ailleurs nous nous y attendions, parce que la conférence a pu drainer à Kantaki, à l'université de Kantaki, des personnalités de premier plan du monde politique américain, tels que M. Randall Robinson, que nous qualifions de bulldozer de l'activisme noir, parce qu'au fond, sans Randall Robinson, l'apartheid n'aurait jamais été vaincu. Sans lui également, Haïti resterait toujours sous les jougs du dictateur Duvalier et ses succédanés. Kantaki a également drainé la crème politique, la crème intellectuelle zaïroise, ainsi que des chercheurs, des universitaires américains qui ont travaillé au Zaïre, qui ont enseigné pendant des années, qui sont venus vraiment pour décortiquer la dictature mobutuiste et chercher par tous les moyens à dresser une stratégie. Nous y avons contribué pour que nous puissions cette fois-ci, avec l'aide de l'opinion internationale et surtout la prise de conscience des Zaïrois, pouvoir une fois pour toutes nous débarrasser de la dictature. Eh bien, nous pensons, nous espérons que l'opposition au pays comprendra la portée exacte de cette conférence qui a réuni les Zaïrois de la diaspora, non seulement ceux qui sont aux États-Unis, mais il y en a qui sont venus d'Europe, il y en a qui sont venus du Canada. Je pense que c'est très représentatif, et nous autres ici, nous sommes au quartier général des appuis de Mobutu, ici aux États-Unis. Je crois que l'opposition à l'intérieur ne doit pas négliger ce fait. Alors, nous avons toujours travaillé dans un esprit de collaboration étroite, parce que, comme l'ont fait les autres peuples
les Haïtiens par exemple, les Sud-Africains, qui ont toujours coordonné leurs actions entre l'opposition à l'intérieur et l'opposition à l'extérieur, nous pensons que le travail que nous avons accompli ici va pouvoir faire remonter l'opposition, parce que bon, on a raconté beaucoup de choses, on continue toujours à raconter, l'opposition n'est pas organisée, l'opposition est divisée. Nous ne croyons pas en ça. C'est parce que les gens ont été habitués au monde. Les MPR prônaient qu'il ne pouvait pas y avoir des divergences de point de vue, il ne pouvait pas y avoir des chocs d'idées, démonter même le fait que du choc des idées valait la lumière, jaillit la lumière. Mais nous pensons que pour une opposition qui est malmenée par une dictature plutôt armée jusqu'aux dents, il y a toujours des hauts et des bas, il y a toujours diverses opinions, mais ceci n'est fait qu'enrichir justement l'opposition et la démocratie naissante. Donc nous sommes vraiment confiants et du reste nous allons continuer, puisque ici c'était des concertations, mais le travail est à faire. Nous allons mettre ça ensemble. Notre but est d'aider M. Robinson avec Transafrica à bien comprendre le problème zaïrois, à comprendre exactement comment la dictature opère, quels sont ses, si vous voulez, où sont ses appuis, comment il faut s'y prendre pour nous en débarrasser le plus rapidement possible. Parce qu'en fait, le travail du débarras, de l'éradication de la dictature est un travail des Zaïrois. Nous avons besoin de l'appui du monde noir, ici aux États-Unis, qui est un monde absolument très influençant, et nous sommes en période d'élection maintenant. Eh bien, il faut que les candidats républicains ou démocrates puissent savoir que s'ils veulent avoir des voix des Noirs, et ils ont besoin des voix des Noirs, qu'ils sachent que ces Noirs qui sont ici ont des racines, ont des rapports avec les Noirs en Afrique, et notamment au Zaïre. Et M. Robinson l'a souligné, je crois qu'on va leur présenter cette donnée-là dans la négociation, c'est à laisser ou à prendre. Bon, je crois qu'ils ne vont pas laisser, ils vont saisir la balle au bon, et nous pensons que vraiment la dynamique est amorcée, et nous allons mettre tout ce que nous pouvons, tous les points nécessaires pour pouvoir arriver à travailler à bon port, arriver à l'objectif qui est celui de voir la dictature extirpée. Mon impression générale, c'est que tous les Zaïrois à l'étranger sont conscients du problème réel du pays. C'est que nous avons eu pendant cette conférence un seul but, c'est de faire partir le dictateur du pouvoir. Et ce but s'est cristallisé par le fait que nous avons lancé nos arguments dans la même direction et tout le monde était unanime et tout le monde est conscient de ce problème. Et ce qui m'a aussi impressionné, c'est la présence de beaucoup de personnalités très importantes du pays et des personnalités dont on entendait parler au travers de la presse, à la radio, à la télé. Et j'ai eu l'occasion de les rencontrer et parler avec eux face à face, et c'était vraiment enrichissant. Deuxièmement, j'ai été frappé par les prestations des différentes personnalités qui ont été invitées pour pouvoir activer ou participer à cette conférence. Notamment les exposés du professeur Nyamwengwa, qui a parlé avec beaucoup d'émotion sur la situation. Il a stigmatisé le mal
avec beaucoup, non seulement en tant qu'un intellectuel, parce que son exposé n'était pas vraiment une prestation purement académique. C'était une personne qui vivait la situation, qui chaque jour était affectée par la situation du pays. D'une façon ou d'une autre, il nous a rappelé que la situation n'était pas aussi bonne qu'on veut nous faire croire. Le major Mpika aussi a fait une déposition très très importante dans la mesure où il nous a fait voir un peu la face militaire. Ce que j'ai retenu de son exposé est que bien qu'étant bien placé dans l'armée, bien qu'ayant une formation très très avancée, bien qu'ayant évolué dans les académies militaires les plus renommées, il n'a pas reçu le respect qu'on lui devait par la dictature. J'ai retenu aussi que la dictature avait une peur bleue envers des militaires bien formés, des militaires qui avaient la bonne volonté. En dehors de ça, je me rappelle aussi, j'étais frappé par l'apport du docteur Yang, qui a essayé un peu d'analyser comment la dictature a évolué dans notre pays. Une évolution qui était tout à fait naturelle et subtile, au point où ce n'est que vers les années 74-75 que le peuple a commencé à sentir que vraiment il était attrapé dans le guet-apens bien tendu par comment voulez-vous, une conspiration entre l'Occident et certains membres en qui le peuple avait donné confiance. En dehors de ça, il y a le lieutenant Pierre Yambouya qui, encore une fois, chaque fois qu'il dit que la dictature n'était pas tout simplement un mécanisme qui vous refusait le droit au travail, le droit à l'expression, mais c'était aussi une machine de cruauté sérieuse. Ça, c'était très important. Je suis très sûr que beaucoup d'autres personnes ont été informées pour la première fois d'une façon réelle, illustrée, avec exemple, date précise, heure au besoin, des cruautés qui se sont commises sous la botte de la dictature. Aussi, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. D'abord, toute personne qui a des litiges ou des suspicions d'une éventuelle implication dans des crimes, c'est question du sens commun. Je pense que même si on ne parle pas des lois, lorsque quelqu'un est impliqué dans des assassinats, comme le lieutenant Yambouya a démontré, une implication directe, là où le président donne un ordre direct pour l'exécution, eh bien des suspicions comme ça sont suffisantes pour pouvoir refuser, pour pouvoir enlever le droit d'un citoyen à pouvoir participer dans une course pour une position publique. Autrement, il s'agit du banditisme. De tels cas n'étaient passés qu'au moment des cow-boys dans les westerns, là où quelqu'un venait avec sa bande et arrachait le pouvoir après avoir commis d'innombrables crimes. Mais dans une société civilisée, je crois que c'est une question de common sense, le sens commun. Chacun, nous comprenons de par notre nature que lorsque quelqu'un est impliqué dans des crimes, eh bien automatiquement, même s'il s'agit des allégations, on doit se réserver le droit de pouvoir récater la personne jusqu'à ce qu'on puisse prouver que les allégations n'ont pas de fondement. Et dans le cas précis de M. Mobutu, je crois que aller chercher les textes, c'est aller vraiment très loin. Le sens commun demande à ce que nous puissions d'abord retenir, écarter la personne jusqu'à ce que toutes les allégations puissent être rejetées dans un cadre tout à fait libre et en utilisant les textes irrélatifs. Et si ces allégations sont jetées, et personnellement je ne pense pas que ces allégations ne sont pas fondées parce que les témoins sont encore vivants.
Et sans vous couper la parole, je voudrais rappeler que M. Mobutu, le président du Zaïre, avait déjà été condamné par le tribunal international des peuples de La Haye. Très calme, dans le souhait de vivre un jour comme ça. Pierre, Pierre, ça va? Ah, tu es à Kentucky. Mais comme nous, quand tu es là, tu es à Kentucky. Oui, tu es à Kentucky. Donc, comment est bandeli à Wago? C'est historique. Nazako yoka, yango nazako loba. Vraiment. Et pas tout le monde bazalia. L'administrateur yakala bazalia, le pasteur bazalia, le militaire bazalia. Yo mwana wapi? Rondel Robinson abima na publika lobangai. Mobutu nangai tokotala nani mutawolo. Mutu wana zankoi. Rondel Robinson tala asuksi ba mindere na Sud-Afrique. Vraiment. Asuksi du Valier na ba Cedras na Haïti. Yo kanisi Mobutu akokaye tokotala. Non, mais en tout cas, biso pe photo PC maboko na manso tundenge to sali vraiment ezalaki eloko moko so yaki awa na Amérique ezalité c'est pour na likamususu yaki awa pour na kusukisa mutu wa. Maintenant c'est le moment. Alors ngai pe tango naza kozonga na poto penza il faut kolakisa bato na poto kuna ke talelo ko toyi ko banda kosala lelo oyo boye etumba yango. La conférence ya Kentucky efungoli biso penza nzela ya sika na ndenge ya koyeba vraiment ndenge ya koamorce tumbo toza nango na ndenge ya sika eza esengo mingi penza. Donc nakanisi ke yozali représentant ya Europe awa na conférence toyebi activisme na yo kende kuna na Europe panza sango organiser ba réunion mouvement Oyo Ezali international. Tout ça que l'on va déjà il y a 2 ans que Photo Salana mouvement international Oyo et comme mobiliser opinion internationale. Si que tu vis chance. Ba mwindo batu mwindo nyos wa si bana biso. Ça c'est une réalité, c'est historique cette conférence. Il faut Namboka donc ça la nuance surtout na ba pression toza na ngwa pour tout faire comprendre na batukula que la récréation est terminée, c'est fini. Dans le combat, c'est l'action. Le momentum est là. Aujourd'hui, il y a une dynamique nouvelle. On doit cesser ces histoires de négociations. Nous l'avons toujours. On ne peut pas aller négocier avec l'oppresseur. Nous les répétons. C'est un non-sens. Ça ne nous a conduit à rien. Et si Mobutu s'assoyait sur la mousse, maintenant il va sentir qu'il s'assoit sur des épines. Voilà. Vous avez raison parce que... Il y a qu'un peu de film. Tout à fait raison. On a constaté. Tout à fait. On va lui faire sentir que nous ne sommes pas des impérialistes. Mais nous sommes des... Yo, na Rome, kuna mosika, oyewa, lungone kutu. Yo zali combattant monene. En tout cas... Mutoyo azali combattant monene. Tala message mouké en 3 jours, Rome, Philadelphie aux États-Unis, de Philadelphie maintenant à Kentucky, loin des États-Unis, 15 heures de voiture. Vous vous souvenez? Cet homme est un héros. Maintenant, on va non, mais en tout cas, dans le voyage, nous sommes aux États-Unis. Il y a un ballon et puis il makasi comme on a bandeko. Bamoni vraiment qu'il faut tout pour la mboka na biso. Ba professeur minene bazalia ba mbule belé basalia mais bamoni bazande pour la qui ça ba américain oyo lobby ba okendeko ça la biso lisusu mabe. Alors occasion ya mbalo vraiment ils allaient occasion et leur moko très important et pesi biso makasi ndenge mwenza lobby pasteur yo ndenge tozalaki tomoni na ba mama na biso c'est-à-dire motonyo sozalaki vraiment impliqué na bolingo. Alors loko na oki koloba ke bolinga te
ngai mpe nakolemba te nakolakisa baninga kuna ntango nyonso likambo yali ata mpo na koya mokolo moko kozonga lobi en tout cas nakoya soki kolala libanda na nzala koluka meme tike ya kokatisa Atlantique wana mikolo nyonso tokokatisa parce que il faut tobongisa vraiment lisanga oyo ndenge oti koloba ça fait 2 ans tobande kutu koluka baproposition ndenge toyi kosala congrès ya bazairwa nyonso tozalaki kolala te mouvement ezalaki en marche yo oyebi lere kengo ayaki alingaki kosala conférence na club national de la presse tokomi communiqué ya presse tamola yawa na anglais ya makasi totindi yango kuna na maison blanche partout conférence ya kengo esalamaki te et puis eloko na oyi koloba tala solidarité eza kosalema mais epesi nga na mawa komona le 14 novembre dernier ntango kengo aye na Rome bazairwa mo abandonné kengo basali complot mpona kota na conférence na bango te mais soki lisanga ya ndenge ezalaka bato baza vraiment motivé alors na nyonso tuna tosali awa ndenge eleki filme toza nango ntango reportage complet ekobima tokolakisa yango na bandeko ya Rome koyebaki ntango bato ya ndenge baza koyeba na biso c'est autant que sale wana ezala même na bato te baza bato toyi kocollaborer na bango te au contraire il faut tokota vraiment esika nyonso baza koleka pas pour miner baactivité na bango mais dire la vérité que bato oyo alors en tout cas États-Unis pour na biso comme Europe eza miracle te eza esengo ya kovanda awa te mais possibilité ya liberté mpona kobunda vraiment etumba toza kosala et plus particulièrement nde tosi tolobi biso mpe basoda na bino bapoliticien biso toza kosala politique nsima na bino bapoliticien bato babongisaka mosala ya soda mbalo oyo soko s'occupe na politique te yango soko s'occupe tala mobutu ndenge aza kojoka tokimi mbuka moye tosala kuna te tozokolakisa bana awa alors que tozalaki formé na basacrifice ya peuple aza sikoyo tala moye tolakisa bana puis eloko mosusu nakoki kobakisa ezali comme mpe na Rome naza komona bajeune prêtre na biso vraiment kozala na pasteur boye parce que bango nayebi ke na mboka na biso église ezali lelo ezali presque dernier espoir ya bato alors ndenge ya vision ya église ndenge ya kala eza lisusu te dans le sens que lelo oyo boye moi toza komona même moto azangi ndenge nini akoya epai na yo pasteur mais kosalisa moto wana ezaka kopesa ye aspirine te la lettre des évêques a été distribuée au monde présence la lettre des évêques du Zaïre du mouvement écuménique a été distribuée, débattue en conférence. Voir votre présence, conviction, parce que je suis vraiment convaincu, pas pour te flatter, parce que c'est parmi les défauts qu'on a flatté, pour la cause d'Abisso, mais en tout cas, les alliés en encouragement, dans chaque domaine. Dernier aussi, au lobby, vraiment, église, parce que l'église est là toujours. Mais malheureusement, ils ont les sous-églises, où ils ont qui a sens unique. L'église aussi. Les églises, il y a colonialisme. Actif. Voilà. Dans la cause de ce peuple-là. Donc l'église, il y a pembé, il y a peuple. Absolument. Vraiment, alors présence, mais c'est normal. Beaucoup tout, agent au Kanga, alors, comment voulez-vous que cette église-là est à la issue sous Simanaï? C'est pas normal. C'est normal maintenant que chrétien, pasteur Mafuta, Aya Nabiso, pasteur Mafuta est économiste, Azali Kaka Mouta église, donc il faut Aya, le Kolaye, à Péchi par Vinaye, mais pays Nabiso et Zali, pays à Satanate. Donc, ils ont coûté à ma communion, il y a politique, il y a éducation, tout ça, il y a business, pas faire, non, c'est ce que les femmes. Non, mais le monde balobaki, tu as qui n'a mon kilipo na revanda moumbu, belate, tu n'as pas la moumbu, égalité. Mais en tout cas, surtout dans le démarrage, il y a une cause de salamia. Vraiment, cette fois-ci, elle a la preuve de la maturité. Pour ceux qui sont là pour les baby, c'est-à-dire qu'ils ont échec total, il y a
kozala opposé ezali parti politique hein, parce que nga na parti politique. Parti politique nanga ezali parti politique ya bazairwa ya likambo nyonso tu oyo lisanga ya bazairwa ya kosala. Mais écoutez, lieutenant, lero toke. Yebisa baninga kuna sekele ya Kengo yake wabwana. Akutani na Robinson aérobondila pour flatter kolobake yaza contre Mobutu tout ça. Est-ce que yo ukanisikia Kengo aza contre Mobutu? Toke. Batokuto bazolobake Kengo opposant, c'est ça que zeloko okamwisa. Eloko nini oyiko opposer Kengo na Mobutu, Boboliko na Mobutu, bakitito bato bapesaki biso, bato bakomisi biso na esika toza lelo. En tout cas, peuple zaïrois tolanda bato wana te. On pose l'espoir pour na biso. Bato wana baza kutu na compte te. Parce que bato nyonso mabe baza na espoir et pas ya na cause. Ok, toke. Kabonga longe. Kabonga longe était facile. Suivant croisement dans le quartier de l'université de Kentucky, nous avons passé 3 jours de colloque, de conférence. Je ne pense pas que je devrais aller comme ça pour sortir. Nous partons sur là au-dessus. Oui. Where the action is. Aux zones il y a ta pédale mais net qu'aux autres tellement que la route est impeccable. C'est comme si on marche à pied. Ah non. Mobutu mérite une punition vraiment avec son groupe. Une punition. 36 ans après l'indépendance, atako zipalibulu ya pamba za kokoka te kama koyiba mpe aza kotambusa biso boye vraiment. Eloko nini ezokamisa bato wana bakengo na bacomplice na bango. Il a fait danser le peuple. Vraiment. Il a fait danser les peuples. Maintenant, après, en Angoza, le peuple va lui faire danser. Vraiment. Et il faut faire danser une danse pénible. Oh, comment? Nous faire marcher 30 heures de route aller-retour. Non, en tout cas, on a un grand espoir que les choses vont bouger. Tozonga simate atandenge nini. Tozonga simate. Mais là, on voit notre commandant de bord. Oh, vraiment. Mais tu peux allumer, hein? Oh, mon Dieu, c'est pas... C'est où là? Là on a le pasteur Mafuta, commandant de bord. Comment tu sens encore ces 11 heures de route qui nous restent pour atteindre Philadelphie? Comme on vient de la guerre,
Notre cœur est rempli d'espérance que quelque chose va se passer. Alors c'est 11 heures, c'est rien. Parce qu'on a accompli une mission très efficace. Une mission qui a réussi. Alors, Mwenze s'est réveillé, notre copilote. Alors, ndenge nini, commandant Mwenze, bonyo lembi boy. Ndenge nini? Commandant Zokufa. Donc, kolemba kaka. Omoni ndenge nini? Tozogenda kaka etiyeli soki combien de kilomètres na habite nakanisi toza na mwa soki 8 heures soki combien na balabala donc toza na kati kaka soki tokendeke Matadi ndenge nini Matadi kuna bekufa Matadi ya wapi Matadi balabala eza lisusu te soki olingi kaka okende Matadi lobaka ozala na hélicoptère. Mais awa toza nde na balabala toza na hélicoptère te. Là, tu peux filmer bien Tristan là-bas. Maintenant, je me sens plus en c'est pas moi qui vois. Ça, il est mieux placé pour apprendre. Et pour ne pas trop vous faire cette gymnastique politicienne, je laisse la parole à notre légèrement différent avec Zahir Abattoir et puis parler un peu surtout du dernier chapitre sur quel genre d'armée, quel genre de militaire que le peuple a peur de ce militaire-là. On va voir comment l'armée existe chez nous, quel type de matériel. Même quand on parle de dépenses militaires, c'est vrai, il y a des dépenses militaires, mais comment le soldat se comporte dans son milieu de travail, comment, surtout dans les positions que nous disons, pour ne pas se faire attaquer, par exemple. Et puis, j'ai aussi parlé, parce que de vue de l'extérieur, comme j'ai paraphé quelque part à l'intérieur, dans le livre, j'ai essayé de prendre en conception surtout ma vie personnelle, parce que je suis d'Amnesty International depuis 11 ans, je travaille dans l'Amnesty, et le travail que je fais pour le Zaïre, je suis très content parce que je voyage partout dans le monde pour le compte d'Amnesty et uniquement surtout pour dénoncer le problème du Zaïre. Et je demande aussi un peu à écrire sur ça pour vous faire voir comment je vis dans cette organisation, quelles sont les difficultés que j'ai rencontrées dans cette organisation, quels sont les points vraiment avantageux pour nous, comme je paraphais même à l'intérieur toujours de l'officier militaire, que si j'ai connu l'expérience dans l'armée de Mobutu, j'ai aussi le devoir de parler de certaines expériences que je vis dans cette organisation internationale et de ma propre vie ici à l'extérieur. Pourquoi? Et c'est dans le but surtout de l'avenir de nos enfants. Parce que je vois des Zaïrois en Australie, je vois des Zaïrois en Amérique, je vois des Zaïrois un peu partout, c'est triste. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, nous étudions même, au lieu de travailler comme intellectuel plus tard, et c'est pour devenir à la fois des boys que, à notre pays, pourtant notre pays en a vraiment besoin de tous ces enfants. Alors là, j'ai écrit sans honte tout ce que je fais sous ma propre vie de pilote, l'espoir que j'avais dans le pilotage comme officier de carrière dans l'armée. Alors je devrais un peu faire voir, regarde, dans l'avenir, que cette situation ne se répète pas pour nos petits-fils, pour nos fils, parce que c'est vraiment une tragédie vraiment très grave. Et je sais que c'était dur. On a débattu à Kentucky, ensemble avec Major Mpuka, au mois d'avril dernier. On en a parlé aussi de... Vous voyez, l'armée partout dans le monde, dans le pays de droit que nous cherchons, ce n'est pas aux militaires à organiser l'armée. L'armée dépend de la politique. L'armée dépend de la politique. Et le jour, moi je suis convaincu, il y a plein d'officiers au Zaïre, et le jour qu'il y aura la stabilité politique, et c'est à vous, les politiciens, à organiser l'armée. Nous devons apprendre à nous soumettre sous la loi.
Mais si moi je sors aujourd'hui, quelle solution je peux donner par exemple en public une conscience, c'est difficile. Mais en tout cas, la pagaille politique, c'est ça qui fait même personnellement quand je dis depuis longtemps je n'appartiens à aucun parti politique, parce que c'est d'éviter, quand je vois parfois des conflits personnels entre deux gens, et moi je me demande, mais quelle est la stabilité? C'est comme quelqu'un avait dit, mais à Kentucky, lieutenant, mais il faut une lutte armée. Mais lutte armée, ça sera la pagaille beaucoup plus que la Somalie. Quand on n'a pas de armes, nous nous disputons entre nous. Mais en tout cas, la bonne marche de l'armée, les ordres, il y a un parlement, il y a un pays des droits, et ce pays des droits qui va organiser l'armée. Mais à ce moment, c'est vraiment difficile. Ça, je suis vraiment content parce que, c'est vrai, moi je suis convaincu, quand je dis je n'appartiens pas à un parti politique, je suis aussi convaincu que beaucoup de gens qui se disent opposants, mais Mobutu a fait de crimes, c'est vrai, mais ces crimes a profité à qui? Il y a des gens qui sont aujourd'hui opposants, mais qui ont connu le bonheur avec la garantie de cette armée qui les a autorisé l'impunité. Beaucoup de militaires ont payé de leur sang, c'est ça que je dis dans le Zaïre abattoir. On a l'exemple que j'ai écrit ici, le lieutenant Kagabo par exemple, il a fait des études ici en Belgique et il était secrétaire particulier et conseiller de colonel Mika à l'époque. Je parle de 79. Sa femme était hôtesse de l'air à l'Air Zaïre. Dans le bureau, un jour, le colonel Mika est venu en retard et il y avait un message que nous n'avons jamais su ce message. Il est arrivé. Kagabo est resté, il habitait même à l'hôtel du siècle. Et bon, jusqu'à un peu heure tardive, Kagabo est parti. À peine qu'il est arrivé à l'hôtel du siècle, c'était en novembre 79, 15 minutes après, une jupe est venue prélever Kagabo devant tous les gens, devant sa femme qui était grosse, de 6 mois, hôtesse de l'air à l'Air Zaïre. Juste à ces jours, on ne connaît pas où est Kagabo. Kagabo a été tué tout simplement, selon le rumeur entre nous. Il y avait un message secret sur le président et on l'a tué. Mais je décris, j'en ai parlé partout. C'est ça notre devoir. C'est ça notre devoir. C'est comme ça que nous disons, quand nous parlons des élections. Comment nous pouvons aller aux élections avec des gens et avec des mains sales? C'est une chose pratiquement impossible. Moi, Yambouya, pour ne pas vous dire toutes les complications que j'ai eues, même avec ma propre famille, j'étais arrivé au niveau que, à cause des tortures là-bas, à cause de beaucoup de choses, de dire que, mais lieutenant, pourquoi tu fais ça? Je fais ça, c'est pas pour un plaisir. L'unique bénéfice, comme je crois, j'ai même dit pour le livre Zaïre abattoir, que je peux voir, que je n'ai jamais, que je n'ai pas bénéficié un seul franc belge sur ça, rien. Mais il y a des gens, par exemple, qui croient que Lieutenant avait écrit ce livre pour gagner de l'argent. Mais je n'ai jamais gagné un seul franc belge sur ça. Mais je dis à Delido, à tous ces gens-là, le plus grand bénéfice que j'ai gagné dans ce livre, c'est que mon peuple a lu. Et l'autre fois, nous étions à ULB en 1993. Lido est venu me dire, par exemple, que voilà, un lieutenant, tu vois ce monsieur-là, il est en train de faire des photocopies terribles pour ton livre. Alors ça me va. Moi, je dis à Lido, où est le mal? Mais moi, ça me fait encore du plaisir. Si ce compatriote fait des photocopies et donner aux gens, vous voyez, pour le livre. Donc, il y a des officiers, beaucoup d'officiers sont conscients. Mais pourquoi il y a plein d'officiers réfugiés ici en Europe? Même si on ne peut pas quand même parler, tout le monde, on ne peut pas se sacrifier tout le monde, hein, sinon, comment vous travaillerez avec personne? Mais en tout cas, la plupart d'officiers, vous voyez tous ces colonels, tous ces majors, tous ces voix qui sont à l'extérieur, c'est pour le plaisir. Non, ce n'est pas pour le plaisir. Devenir boy. Nous, on a major. S'il était au Zaïre aujourd'hui, il serait général, mais il est chauffeur de taxi à New York, hein. Commandant de bord dans le C-130. Et deuxième promotion de pilotage. Pour ne pas dire avec quel cœur ces gens-là restent l'atrocité de la vie de l'Europe que nous vivons. Beaucoup d'officiers sont conscients. Je suis vraiment content de ça. Seulement, la chose que je veux dire, parce que l'expérience aussi nous donne la façon de réfléchir. Avec ce régime aujourd'hui, c'est pratiquement impossible de parler de bonnes choses. Une chose comme l'armée. Il faut vraiment réformer cette armée.
On a vu avec la conférence nationale, il y avait de très bonnes résolutions, aucun groupe de gens ont tout anéanti. Et aujourd'hui, en public, donner toutes les perspectives des changements que nous pensons, en tout cas, je ne pourrais pas. Je ne peux pas parler de ce profond changement que nous voulons en public, parce que c'est armé, c'est comme si je partais en guerre avec 10 munitions, et je dois dire à l'ennemi que je viens avec 10 munitions. Alors je dois me faire prendre. Mais il y a du travail à faire. Vous, politiciens, luttez d'abord vraiment pour qu'il y ait cet état de droit. Et trouvez-nous, ça c'est rien. Pour toutes choses que nous connaissons. Et il y a des gens qui sont prêts pour vraiment participer pour nous bénéficier. D'accord. Alors, il ne faut pas nous en plaindre ou même dire non, moi je me mets à l'écart de toute cette pourriture. Lorsqu'il faut être là, pas sur le balcon. Vous, je sais que vous êtes au front. C'est ce que je souhaite. Il faut que tout le monde soit au fond, avec ce peuple-là, dans la boue, pour essayer Ça c'est vrai. C'est ça que je reprends toujours la conférence en 89, c'était le 30 juin 89. Effectivement, c'est ça. C'est ça, nous disons qu'il y a eu des erreurs, nous voyons il y a beaucoup de choses. Mais nous, moi je dis, dans notre classe aujourd'hui, notre génération, peut-être, et ceux qui viendront, mais nous qui voyons, nous qui avons lu et nous qui lisons, nous qui connaissons toutes les erreurs du passé, quel doit être alors notre devoir vis-à-vis de notre propre responsabilité? C'est ça, moi je ne m'écarte pas. Hein. Moi je ne dis qu'avec... en plus de cela, je vais prendre l'exemple, on était ici à l'ULB. Bon, moi je revenais d'Irlande, je ne sais pas moi où, et on m'a parlé qu'il y avait conférence. C'était en 93, il y avait colloque de 3 jours de trucs comme ça. Et ils ont parlé de tout, de toutes sortes de coopérations, mais il n'y a pas le problème militaire, on met toujours à l'écart. Je me suis soulevé, et j'ai soulevé par exemple de ce problème. Nous sommes prêts. Et ça, c'est aussi le devoir que vous devrez prendre. Vous parlez à ces gens, parce qu'il n'y a que l'armée qui est le pilier de cette dictature. Allez tout le temps devant les télévisions, FTBF ou quoi, tout ça, parler qu'il y a des problèmes, ça ne sert à rien. Il faut que nous venons aussi, il faut que vous réclamez à ces gens-là. Plus question de ces débats-là. On a des officiers, peut-être vous aurez, il y aura 3, 4 dans des cas comme ça. Ils seront là. Parce que nous connaissons avec eux. Moi, je vois la foi. Des gens qui ne connaissent même pas la réalité de cette armée, qui parlent devant de n'importe quoi. Parce qu'elle est politicienne, parce qu'elle est quoi. Mais ça aussi, ce sont des efforts. Moi, j'étais devant le massacre, par exemple, de soldats comme colonel Bonsang. Mais nous sommes tous des témoins. Je vois, par exemple, il y a un nazi qui est acquitté là, à Rome. Je crois que vous avez suivi de 1900. Pourquoi? Parce que ceux qui l'ont commandé, lui, il n'a assumé que l'ordre. Il n'a exécuté que l'ordre. Mais tandis que nous sommes là, et les exécutants, et les commandeurs, nous sommes tous là. Vous devez réclamer tout ça. Comment nous devons travailler avec vous en collaboration à de grandes preuves comme ça? Moi, je peux dire, par exemple, le cas, ce n'est pas féliciter les Occidentaux, je peux dire encore que ce sont des petits membres d'Amnesty ou d'autres personnes qui ne sont même pas zaïrois, qui me permettent, par exemple, à élever la voix. Qu'est-ce que nous faisons, par exemple? De grandes preuves. Un criminel qui vient ici, un criminel, et nous savons comment ces criminels sont appuyés, mais c'est à nous. Comment est-ce que nous devons collaborer entre nous? Moi, je vous assure, vous me verrez toujours dans votre milieu. Nous devons débattre avec ces gens pour déboulonner. Moi, peut-être il y a des choses que je parlerai devant les officiers belges, je crois, français, tout ça, c'est que je ne parle pas ici. Parce que là, je sais. C'est comme le cas de la mort du général Martial, par exemple. Colonel Brignon est ici. C'est moi qui ai trouvé le corps de Martial à Songolo, avec pauvre Nkenzan. Mais ça, l'histoire du Zaïre ne le dira jamais. Et c'est pourquoi nous devons écrire. C'est pourquoi nous employons aussi cette arme à écrire. Et vous verrez, là-dedans, la tragique mission du capitaine Django. Comment l'équipage a été formé? Pourquoi cet équipage a été formé? Le colonel Brignon est là, j'ai mentionné son nom est là. On a toujours parlé. Ce n'est pas un secret entre nous les Français. C'est peut-être secret pour vous autres. Mais entre-temps, quand nous écrivons par exemple le rapport, pas tous les officiers peut-être, mais les peu que nous écrivons, vous maintenant, quel encouragement vous nous donnez? Votre action vis-à-vis de vos collègues sous Amnesty International, au départ,
Le dernier passage, comme nous disons tous ici, sera toujours considéré peut-être un avait poussé des gens dans un révolte parce que vraiment, il n'y a pas d'armée aujourd'hui. C'est nu. Il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. L'armée n'existe pas. Moi, je volais avec le général Leloup qui, à Sando, le général Leloup qui est en train de parler. Le soldat est en train de faire cette histoire de... Mais non, c'est vrai, l'armée n'existe pas. La DSP, comme Arthur vient de dire, la DSP c'est quoi? C'est un grand carton, un petit grand papier, c'est tout. Quand on voit ces jeeps israéliens qui circulent, quelle arme sophistiquée? Il n'y a rien. Alors, moi je crois que le débat ne se limite pas ici, mais on aura toujours des occasions. En tout cas, moi j'ai toujours dit aux frères, quand je sais il y a une conférence, c'est quoi tout ça, par exemple ici, pour ce qui nous concerne, vraiment je viendrai, et puis comme nous sommes nombreux, nous devons vraiment avoir l'idée, la conscience pour nous. J'en profiterai pour dire à l'assistance, sans faire la publicité de mon parti politique et d'aucune organisation politique, les compatriotes ici en Belgique, sans pour autant entrer dans la guerre idéologique qui divise souvent les Aïrois, ont pu, n'est-ce pas, après tant de travaux en Allemagne, en Suisse et tout consort, il y a les états généraux des lumumbistes. Cela ne veut pas dire que quand on n'est pas lumumbiste, on ne peut pas vouloir s'intéresser de savoir c'est quoi le lumumbisme en fait, parce que ce sont les Occidentaux qui ont mal transformé le sens même, le sens même du lumumbisme. Ce que Patrice Lumumba voulait, ce n'est pas ce que les Occidentaux maintenant ont pu transmettre de gauche à droite. Je vous remercie. Okay, il y aura une assemblée très intéressante. Nous ne sommes pas de la Belgique. Mais ça, c'est la section de la Belgique qui parle. Nous ne sommes pas de la Belgique. De France, mais en France aussi, il y a. Voilà un petit mot. Voilà un petit mot. Nous venons de terminer maintenant. Tout ce que nous venons de mettre ensemble, puisque c'est typique dans des réunions, dans des assemblées des Aïrois. Non, ce que je veux dire, c'est que les Aïrois peuvent se retrouver à 1 heure, 2 heures, 5 heures, 10 heures, discuter comme ça. Quand ils partent, il n'y a aucune rentabilisation de ce temps, de cette énergie que nous venons de passer ici ensemble. Est-ce qu'il y aura un papier qui va sortir de cette rencontre? De cette rencontre, ce n'est que l'auteur qui pourra... Non. Vous avez tout pris. En photo? Non, il faut un texte de cette réunion. Vous prenez nos noms ici, vous donnez, vous envoyez aux gens qui... Le détachement d'honneur de la garnison de Goma est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite du travail à Goma. Je vous invite à passer le détachement en revue. Commandant détachement, lieutenant-colonel Mbouy Moussama, Belge, à vos ordres.
pona kosukisa toloba na monoko ya biso ya mboka te, parce qu'un peuple existe aussi par rapport à sa langue, et ici partout les Congolais ont contribué à faire valoriser aussi la langue. Bon, ndenge yo oza moto ya kokanisa mingi, kokanisa pe ezali makambo ya politique. Donc réfléchir, c'est aussi faire de la politique. Bon, pona ba buko yo komi tomoni tome 1, tome 2, tome 4 sur le néocolonialisme, oza kozila nini sikoyo na ndenge tuuti pe koloba makambo ya DGM, oza kozila nini pona résultat ya ba livre wana? Naza kokoma parce que koloba eza ko mupepe, eza ko kende, parce que lelo yo boye il faut tozana mawa, il faut tolinga mboka na biso. Malheureusement et pas na biso haine ezelo komoko malamu te. Il faut tozala biso surtout esika moko. Même moto amoni ke na komi kombone na kati ya buku asilika te. Au contraire, akoki koloba ke non ya mbuya yakawa tosala quand même discussion ndenge nini o kominga ibo. Mais non, nga moko na leo na bangaka te koma kombo na ngai ndengo lingi. Il faut toluka bato na bandeko na biso moko po to créer misale pa na biso. C'est ça que naza kokoma ndenge botangi na ba tome 1 programme nyonso tu ya 2GM eza na kati ya tome 1 biloko nyonso tu ezali, c'est dans ce but là. Donc naza kokoma po na kotika trace po makanisio naza na yango ezala malamu ezala mabe oya komona ya malamu ezali na obiteke makanisi nyonso tu eza malamu oya malamu, même dans 2 siècles, même dans 3 siècles, ça servira toujours. C'est dans ce but là que naza kokoma et na ko continuer toujours kokoma. Pierre Yambuya Lotika matondi mingi ba engambe mingi awa ba kota na makambo politique ba komate kasavu ba komate biso to bakisa Lumumba komate Mobutu Seko pe komate yo komi to sengi na ba kambinyoso oyo bazana makambo ya politique ba koma po débat pezalaka entre ba expérience vécue ya ba les uns les autres affrontements ezala na niveau ya idée yangonde et ko faire avancer éducation oyo ezali nécessaire pour na relève ya mboka na biso mboka ya bakoko République démocratique du Congo. Tout ce qui awa pona lelo matondi mingi na bino nyonso bozali na ba capitale mingi awa en Europe et puis na bino nyonso bozali kuna na Kinshasa na République démocratique du Congo mabele yangoya.